Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Histoire en série qui entame sa 4e saison déjà, ça passe très très vite. On est ravis d'être avec vous et puis ravis aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui nous vient de loin puisqu'il est né aux États-Unis. On va partir aujourd'hui pour les États-Unis, c'est David Lipson. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Alors David, vous êtes effectivement, comme je l'ai dit, né à Chicago. Vous avez fait passer vos diplômes en littérature française et puis vous êtes venu à Paris et vous êtes devenu d'ailleurs par la suite citoyen français et vous avez passé avec succès le CAPES puis l'agrégation et vous avez été recruté à partir de 2017 comme professeur associé d'anglais à l'université de Strasbourg où vous êtes actuellement. Vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en études et civilisations américaines de Sorbonne Nouvelle. Vous avez de nombreux intérêts pour les films, en parler la télévision et tout ce qui est l'histoire américaine autour des films et de la télévision, d'ailleurs, des 20e et 21e siècles. Vous avez d'ailleurs, à ce titre, co-organisé le Festival du film documentaire là-dessus et une journée d'études sur le documentaire engagé pour l'Institut des Amériques en collaboration avec le cinéma qui s'appelle Le Studio, qui se trouve à Aubervilliers. Ça s'est passé en 2021 et puis au début de l'année 2022. Vous avez fait de nombreuses publications, David. Je renvoie d'ailleurs à la page du site internet pour aller voir tout cela. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous d'un sport aux États-Unis, d'un sport qui est très célèbre, on va le voir. Et on va parler aussi et surtout d'une excellente série parce qu'on est là pour ça. C'est Colin in Black and White. Alors, pour commencer, David, vous avez, je le dis à nos auditeurs, vous avez un excellent, d'ailleurs, vous allez entendre l'accent qui est un peu d'origine anglophone. C'est très sympa, moi, je trouve. Et vous avez été très sympa de faire l'émission en français avec nous. Vous en ferez une plus tard pour Histoire en série en VO qui sera là dans votre langue maternelle en anglais. Mais aujourd'hui, Colin in Black and White en français. David, alors Colin en blanc et noir, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série ? Merci beaucoup pour cette introduction. Je reviens juste pour faire une petite correction. Je suis maître de conférence en fait. La traduction en anglais c'est associate professor, mais en fait mon titre actuel c'est maître de conférence. Donc voilà. Pour présenter un peu la série, donc ce qu'il faut savoir c'est une mini-série de 6 épisodes. Chaque épisode fait à peu près une trentaine de minutes. Je pense que le premier est légèrement plus long. C'est une série qui a été co-créée par Colin Kaepernick, donc le star, le joueur de foot américain, et Ava DuVernay. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode, il y a un réalisateur différent. Le premier, Cornrows, en fait, c'est Ava DuVernay. Le deuxième, Quarterbacking, c'est Sheldon Candice. Le troisième, Road Trip, c'est Robert Townsend. Le quatrième, The Decision, à nouveau Robert Townsend. Le cinquième, Crystal, Angel Christie Williams. Et le sixième, Dear Cowan, Kenny Lyon. Donc, on a une série qui trace un récit, mais à chaque fois une petite touche différente pour chaque réalisateur. Donc, je pense ce qui peut être intéressant, ce serait de présenter quelques grandes lignes en fait de cette série. C'est une série qui dépeint une sorte de Bildungsroman. En fait, en anglais, on parle de coming of age story, où on voit naître en fait le futur militant en fait qui est Colin Kaepernick. Mais on va apprendre son histoire à partir de ses années adolescents, quand il était au lycée. Ce qui est déjà un peu une petite surprise parce que quand on pense à Colin Kaepernick, on pense tout de suite à tout ce qu'il a fait en 2016 et son activisme. Alors que justement, donc c'est une sorte de surprise, c'est cet angle qui a été trouvé. D'ailleurs, c'est Ava DuVernay qui a été surprise parce qu'elle pensait
justement que quand elle s'est retrouvée avec Colin Kaepernick, que lui, il voulait parler justement de son aspect d'activisme, que je vais décrire un petit peu maintenant. Donc, si je parle un petit peu de Colin Kaepernick, il faut savoir qu'il est né en 1987. C'est un enfant qui a une mère blanche et un père noir, mais qui a été adopté par une famille blanche. C'est une famille d'originaire d'une petite ville qui s'appelle Fond du Lac dans le Wisconsin, qu'il décrit lui-même comme une sorte de ville où il n'y a que des dairy farms, en fait, c'est-à-dire des fermes où on fait des produits laitiers, et a scarcity of black people, c'est-à-dire très peu de noirs. Il reste là pendant 4 années et après la famille déménage pour s'installer dans la Californie, dans la petite ville Turlock, qui aussi partage les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des fermes dans des produits laitiers et très peu de noirs. Ensuite, dans sa carrière, il va être connu pour être le quarterback, donc c'est la position clé de l'équipe de football américain, où on dirige toute l'équipe et on reçoit le bal qu'on doit, soit on peut donner à quelqu'un qui fait quelque chose en course, ou soit on lance pour essayer d'avancer la balle, ou sinon on peut même aussi courir soi-même. Donc c'est une position clé très importante. Et il va jouer pour l'équipe de San Francisco 49ers. En 2012, the 49ers arrivent jusqu'au Super Bowl. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Super Bowl, en fait, c'est le grand championnat où les deux grandes ligues, en fait, c'est les AFC et les NFC, American Football Conference et National Football Conference. Chaque ligue envoie une meilleure équipe. Ils jouent dans la période de playoffs et les deux meilleures équipes se retrouvent dans le Super Bowl. Et le Super Bowl, en fait, c'est le moment le plus regardé. C'est une émission télé ce qui recense à peu près 133 millions de spectateurs américains. Donc, sur un pays de 300 millions, donc vous avez un tiers qui regarde cette émission. Donc, on vous imaginez un peu comme la Coupe du Monde de foot, mais uniquement pour les États-Unis, même si ça a une certaine renommée en fait internationale. Donc, je parle de ça parce que justement, il va sur la scène en étant finaliste du Super Bowl en 2012. Et donc voilà, il a sa renommée comme ça. Mais en 2016, il décide pendant l'hymne national. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant chaque partie de foot américain, on joue l'hymne américain. Et en 2016, il décide qu'il ne veut pas se mettre debout parce qu'en fait, c'est une sorte de protocole. On se met debout avec la main sur le cœur pendant l'hymne national. Et lui décide, il va rester assis pour faire un acte de protestation. Alors, protestation contre l'injustice raciale et toutes les pratiques en fait qui ont lieu en ce moment à ce moment-là aux États-Unis, que je vais en parler un peu plus tard quand je parle un petit peu du contexte de la série. Donc, et puis après, il y a un vétéran qui a vu, qui se met pas debout, il discute avec lui et Kaepernick explique pourquoi et il lui conseille en fait plutôt de rester assis, de s'agenouiller. Et il dit pourquoi s'agenouiller? Parce que c'est une sorte de position de révérence associée à l'Église. Et donc Kaepernick dit OK, il est d'accord. Et donc au lieu de rester assis, il se met à genoux pendant l'hymne national. Alors, il finit par se faire remarquer et les gens comprennent, les gens qui regardent comprennent pas. Il explique, mais
il commence à y avoir une sorte de backlash, c'est-à-dire une sorte de retour de bâton sur sa décision de se mettre à genoux. Et à tel point que en novembre 2016, Trump est élu président. Et donc, il va, fraîchement élu président, il va cibler les gens comme Colin Kaepernick qui se met à genoux en disant que bon, ben, c'est contre l'hymne national, que c'est pas patriotique, et il va décréter que il faut que ces jours-là soient virés. Donc ça, c'est le leitmotiv de Trump, hein, c'est de You're fired. Et en plus, il va enchérir en disant que les gens qui font ça sont des fils de pute, excusez-moi, en anglais, sons of bitches. Et donc, le fait qu'il est le cible de Trump, ça ne fait que augmenter son profil. Et en plus, partout dans le NFL, après cette tirade, si on peut dire, de Trump, en fait, il y a plusieurs autres personnes qui se mettent à genoux pour rejoindre Kaepernick, en fait. Donc, ça fait amplifier un peu le mouvement. Et à partir de cette époque, il se trouve aussi que Kaepernick devient free agent. Donc, free agent ou agent libre, ça veut dire que c'est un joueur de foot qui est libre de tout contrat. Et donc, il est offert à l'équipe qui veut le payer le plus pour avoir ses services. Mais aucune équipe veut le prendre. Parce que ça représente un certain risque au niveau il devient un peu radioactif au niveau de la politique. Et ça fait peur, quoi, de prendre quelqu'un qui peut-être va créer la polémique. Et voilà, donc il trouve plus d'équipe. Il intente un procès contre le NFL, donc le National Football League, en 2017, qui n'a toujours pas été réglé, mais bon, enfin voilà, parce qu'il trouve que il y a une sorte de complot pour qu'il n'ait pas de travail. Et il reste comme ça, en fait, son travail pendant plusieurs années. Quelques années plus tard, Nike sort une publicité profitant de sa renommée nouvelle, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de travail et qui proteste contre l'injustice raciale. Et donc, la publicité de Nike, c'était « Believe in something, even if it means sacrificing everything ». Donc, il faut croire à quelque chose, même si cela veut dire qu'on sacrifie tout. Donc, en faisant référence au fait que finalement, il sacrifie sa carrière parce que pour une cause, en fait. Donc, ce qui revient à d'autres figures de sport qui ont eu le même problème, comme Muhammad Ali, comme Tommy Smith et John Carlos, qui ont levé un point noir ganté pendant les Jeux olympiques de 1968. Et quand ils ont fait ça, ils étaient tout de suite expulsés du village olympique. Après, maintenant, ce sont des symboles très connus, mais à l'époque, ils ont souffert. Voilà. Et donc, du coup, Colin Kaepernick devient une sorte d'icône d'activisme aux États-Unis. Alors, la deuxième personne qui a travaillé sur cette série, c'est Ava DuVernay. Donc, Ava DuVernay, c'est une cinéaste noire américaine qui est très primée. Elle a eu un Oscar, elle a eu un prix Sundance, un Peabody. En fait, il y a une liste très, très, très longue de plusieurs prix et des récompenses qu'elle a eues. Et en général, elle fait des documentaires engagés. Un exemple, c'est le documentaire qui s'appelle 13th, qui est sorti en 2016 sur l'incarcération de masse qui est pratiquée aux États-Unis. En 2014, elle a sorti le film de fiction Selma, mais qui est basé sur les faits historiques, comment les Noirs ont
ont fait des manifestations pour avoir les droits de vote en 1965. En 2019, elle a fait le documentaire pour Netflix When They See Us, donc en français Dans les regards, qui a fait l'objet de l'histoire en série numéro 4, mais qui était fait en VO, en anglais. Et voilà, donc là j'étais un peu plus rapide sur Eva DuVernay que Colin Kaepernick, mais bon voilà, ça c'est à peu près les deux personnes qui se sont retrouvées pour créer cette série. Donc j'ai évoqué le fait que j'allais parler du contexte historique. Donc quel est ce contexte? Alors il faut savoir que euh, il y a un héritage très lourd de conflits raciaux, de conflits raciaux qui existent aux États-Unis, qui, enfin, on va dire que il y a un travail de mémoire qui n'a pas été fait, qui crée toujours le polémique. En ce moment, on parle beaucoup de critical race theory. Il y a un débat sur est-ce qu'il faut enseigner, qu'est-ce qu'il faut enseigner dans l'école. Et tout ça, on peut remonter à l'esclavage, qui était à l'origine de la guerre de sécession de 1861 à 1865. Tout ce qui a suivi après, il y a le Ku Klux Klan, donc la période de reconstruction où tout le Sud a été finalement aux mains de l'armée. En fait, le Sud est comme un pays occupé par l'armée donc du Nord. C'est l'armée de Union en fait, qui a gagné. Donc pendant plusieurs années, ils vont occuper le Nord et justement euh, euh, faire en sorte que le Ku Klux Klan arrête de terroriser les Noirs. Et donc, il y aura une période où il y a des Noirs qui sont élus, qui tiennent des positions politiques, mais c'est quand même un pays, entre guillemets, occupé. Et dans les années 70, 1860, autour de 1877, le Nord se retire du Sud. Et à ce moment-là, petit à petit, le Sud, donc la politique confédérée, les idéologies de white supremacy euh, va reprendre le dessus. Et il y aura ensuite un état de ce qu'on appelle Jim Crow, en fait, c'est-à-dire des lois qui créent deux sociétés, des lois pour les Noirs et des lois pour les Blancs, un espace qui va être ségrégué, qui va être séparé en deux. Il y aura une école pour les Noirs, une école pour les Blancs. Euh, et évidemment, les Noirs n'auront plus la possibilité de voter. Il y aura soit c'est indiqué qui peuvent pas voter parce que il fallait avoir un grand-parent qui n'était pas esclave pour pouvoir voter, ou on va leur demander de compter le nombre de bulles dans un savon, ou on va leur demander de payer un certain prix pour voter, ou leur faire des tests de, pour savoir s'ils peuvent lire quelque chose, en fait. Donc, ils vont trouver plusieurs façons de faire pour qu'ils ne puissent pas voter. Et ça va durer donc pendant cette période, fin du XIXe siècle, mais jusqu'aux années 1960, avec les mouvements de droits civiques, où il y avait quelques petites améliorations dans les années 50, comme Brown versus Board of Education en 1954, avec la déségrégation de l'école publique. Mais c'est vraiment dans les années 60, 64, 65, ça a été amorcé par Kennedy, mais après c'est Johnson comme président qui va signer les lois, qui va donner les pleins droits en fait pour les Noirs.
Donc, on voit quand même qu'il y a une période d'esclavage qui a duré très longtemps, jusqu'à l'Emancipation Proclamation en 1863, et puis jusqu'à 1960, donc 100 ans après, pour que les Noirs peuvent récupérer les pleins droits aux États-Unis. Donc, ça laisse évidemment des traces. Bon, j'en ai parlé longuement, mais je pense que c'est important parce que c'est vraiment très important, ce thème dans la série. Juste pour donner quelques éléments historiques pour rattacher ça aux années 2016. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va travailler sur deux époques. D'abord, comme c'est Kaepernick en tant qu'adolescent, il est né en 1987, donc si on va de 14 à 18 ans, ça veut dire qu'on regarde la période de 2001 à 2005, quand on était adolescent. Mais la période, en fait, la série va sauter de la période d'adolescence, mais entre ça et la période de Colin Kaepernick adulte, donc c'est-à-dire les années 2016 jusqu'à 2019, où ils ont créé cette série. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? En 2012, il y a eu une adolescente qui s'appelle Trayvon Martin qui rentrait et il portait un hoodie, une sorte de pull avec un capuche. Et il y avait George Zimmerman qui faisait partie d'un groupe de vigilantes, en fait, euh, qui pensait qu'il était menaçant. Il a, il voulait faire une citizen's arrest, en fait, et il y a une sorte de bagarre avec Trayvon Martin, qui finalement prend le dessus sur George Zimmerman, et du coup George Zimmerman sort un pistolet et le tue, en fait. Et donc ça crée scandale parce que Trayvon Martin, en fait, il n'était pas armé, et et surtout, c'était encore une preuve un noir qui n'est pas armé, qui est tué, en fait. Alors, Zimmerman, en fait, c'est un hispanique, mais il est quand même vu comme quelqu'un comme représentatif, en fait, de cette agression très souvent d'une personne blanche, en fait, sur un noir qui n'est pas armé. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres dans ce cas de figure, c'est que il y a des lois, stand your ground laws, en fait, en Floride, dans l'État de Floride, qui fait que il va être blanchi du meurtre. Il n'ira pas en prison, Zimmerman, en 2013. Et c'est vraiment un procès qui est très médiatisé. Et c'est à partir de ce moment où il n'est pas, il est acquitté, en fait. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais enfin, en anglais, on dit acquitted, en fait. Il n'est pas mis en prison, il n'est pas condamné. Il y a une vague d'indignation, et il y a la naissance du groupe Black Lives Matter qui est créé. Donc ça, c'est en 2013. Ensuite, de la période 2013 jusqu'à 2016, il y a plusieurs cas des Noirs qui ne sont pas armés, qui sont tués par la police. Michael Brown, Eric Garner, Philando Castile. En fait, il y a une liste très, très, très longue des Noirs qui sont arrêtés pour des petites délits, sont arrêtés parce que pour des raisons il y a une feu arrière de la voiture qui est cassé, arrêté par la police de route, et ça finit par la personne, par le noir, en étant tué. Et donc, ça donne encore de plus en plus d'amplitude à ce mouvement. Et c'est à ce moment-là qu'en 2016, Kaepernick a décidé que bon, il faut faire quelque chose, il faut tirer l'attention sur ça. J'ai une plateforme,
Et je vais donc faire ça. Alors, j'ai une citation de Kaepernick, il dit I am not going to stand up to show pride in a flag for a country that oppresses Black people and people of color. To me, this is bigger than football, and it would be selfish on my part to look the other way. Donc, en gros, je ne vais pas me mettre debout devant un drapeau pour un pays qui opprime les Noirs et des gens de couleur. Et pour moi, c'est plus grand que le football américain et ce serait égoïste de ma part de fermer les yeux. Donc là, le mouvement et l'aura de Kaepernick a pris encore plus de grandeur en 2020 quand il y a eu le meurtre de George Floyd. Donc je pense que tout le monde connaît un peu cet épisode, mais bon, je vais juste rapidement, si jamais les gens ne sont pas au courant, mais George Floyd a été arrêté par la police parce qu'il essaie de acheter des cigarettes avec un faux billet de $20. Et donc la police est arrivée, il a été menotté avec les mains derrière le dos et le policier qui était celui qui gérait en fait n'a trouvé rien de mieux que de l'allonger par terre en mettant son genou sur son cou pendant 9 minutes. Donc déjà en soi, on ne comprend pas trop pourquoi. 5 ou 6 minutes, donc George Floyd meurt. Et cette scène est filmée par une jeune fille de 17 ans. Et donc, du coup, tout le monde a pu assister en direct à la mort de George Floyd, qui est complètement gratuite, en fait. Donc, il y a eu un procès et ce qui est bien, c'est que le policier blanc a été condamné. Mais il y a eu toute une vague de protestations que ça va déclencher pendant l'été 2020. Et pour une des actes de protestation, les gens vont se mettre à genoux. Donc, c'était le lac de Capernic, en fait, qui a commencé tout petit, a été récupéré et devient une sorte de symbole, en fait, de protestation, comme lui-même aussi. Donc voilà le contexte de cette série. David Lipson, vous avez très bien rappelé hein, ce contexte aux États-Unis hein, de tension raciale qui est exacerbée depuis quelques années. Vous avez reparlé à juste titre de George Floyd et puis vous avez parlé aussi de plusieurs émissions qu'on a pu faire là-dessus. Hein. Je renvoie sur la page d'accueil de notre site internet les auditeurs pour aller justement chercher ces émissions-là puisqu'on a déjà effectivement parlé de ça et c'est vrai que ça revient très régulièrement dans les séries actuelles aux États-Unis, preuve que les séries s'emparent aussi des phénomènes de société. Alors justement, je voulais vous poser une question parce que c'est peut-être un sport, vous en avez parlé, hein, de la NFL, vous avez parlé du Super Bowl. Justement, j'aurais aimé que vous en parliez un peu plus en détail ici de ce sport, comment on le voit par la série, ce football. Alors ce football, bien sûr, entendu par football américain, hein, non pas ce qu'on appelle nous football en France, c'est-à-dire le soccer aux États-Unis, mais en parler et puis faire le lien avec peut-être une petite comparaison avec l'autre sport roi qu'on connaît moins en France, le baseball. Voilà, ok, mais merci beaucoup. C'est vrai que le série met en valeur baseball versus football. Il faut un petit crochet par le basket aussi, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il était excellent aussi en basket. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la série, en fait, marche en mettant en opposition plusieurs thèmes. Et donc, le grand thème qui ferait vraiment le récit des 6 épisodes, c'est le choix qu'il a à faire entre une carrière dans le baseball ou une carrière dans le football, parce qu'il est excellent dans les deux sports. Et il y a même épisode numéro 4 qui s'appelle The Decision, qui est justement l'idée qu'il faut que lui, il se décide en disant que, bon, OK, je vais tenter telle ou telle autre carrière. Alors, juste quelques petits mots en fait sur le baseball parce que j'ai parlé un petit peu de foot, de football.
Alors le baseball, en fait, c'est un sport qui était, on peut dire, une sorte de cousin lointain de cricket, qui était joué par les Anglais, mais qui était développé d'une autre façon aux États-Unis, qui existe depuis très longtemps, depuis le 19e siècle. Et il y a une autre petite différence, parce que le football américain a vraiment, et NFL, ça a commencé dans les années 20, enfin 1920, que le baseball, ça remonte peut-être 30 ou 40 ans plus loin, en fait. Et il y a un autre phénomène aussi dans le baseball, c'est qu'il y a ce qu'on appelle the Negro Leagues, c'est-à-dire il y a des ligues de baseball où il n'y a que des Noirs qui jouent, parce que justement, ils n'ont pas le droit de jouer dans les ligues majeures, the Major Leagues, qui est réservé uniquement aux Blancs. Et ce n'est qu'en 1947 où le premier joueur noir, donc Jackie Robinson, qui est admis, c'était un propriétaire qui a fait pression, qui a décidé qu'il voulait prendre un des joueurs de The Negro Leagues qui était très bon. Mais bon, c'était quand même très difficile avec tous les joueurs qui étaient les premiers. En fait, c'était pas. Mais évidemment, Jackie Robinson était un très 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 bon joueur. Donc le jeu de baseball, donc je ne peux pas. On n'a pas assez de temps pour que je fasse un petit descriptive pour expliquer comment ça marche, mais juste pour dire que c'est un sport où on est plutôt où il y a deux équipes, une équipe qui joue offense, donc qui peuvent marquer des runs, qui se range derrière dans le dugout, en fait, dans un endroit et il y a une personne vient à la fois pour essayer de frapper une balle de baseball. Donc c'est une personne qui monte à la fois et l'autre équipe est dans le champ, dans le terrain et joue en défense. Et donc le but de l'équipe qui est en défense, c'est de faire en sorte que 3 fois ils arrivent à mettre out un des joueurs. Donc voilà le principe, et puis il faut, c'est l'équipe qui marque le plus de runs, en fait, de points, c'est l'équipe qui gagne. Il n'y a pas de match nul, donc, et il y a 9 manches, donc si après 9 manches, la partie n'est pas terminée, mais ça s'éternise, ça peut aller ça peut durer très très longtemps. Alors, il se trouve que Colin, en fait, il est au poste de pitcher dans le baseball. Donc, on a compris que c'est quelqu'un avec un bras exceptionnel parce que, pareil, en football américain, il joue au quarterback. Donc, c'est quelqu'un qui doit lancer la balle et, et surtout qui peut lancer la balle très loin. Et en baseball, ce qui est important, c'est la précision et aussi d'être capable de lancer la balle très vite et très fort. Et à mettre des effets. Et donc voilà. Donc donc on voit dans la série qu'il a beaucoup de talent en tant que pitcher, et il même arrive pendant un épisode à faire ce qu'on appelle un no-hitter. Ça veut dire que il passe en revue tous les joueurs de l'autre équipe pendant les 9 manches et aucun n'arrive à faire ce qu'on appelle en anglais a hit. Ça veut dire un moment où on arrive à accéder à une des bases, parce que dans le jeu de baseball, en fait, il y a 4 bases, first, second, third et home. Et l'idée, quand on marque un point, c'est on doit parcourir les 4 bases pour arriver à home. C'est là où on a commencé. Et quand on fait un hit, ça veut dire qu'on arrive à atteindre une des 4 bases. Mais Colin est tellement bon comme pitcher, comme lanceur, que personne de l'autre équipe arrive à arriver à une base pendant toute la partie. Donc c'est assez exceptionnel. En plus, pendant la série, il était malade au moment où il a fait ça. Donc c'est vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte est que il se trouve avec plein de contrats en attente
pour qu'il puisse signer soit à l'université avec une bourse complète pour jouer du baseball pour telle ou telle université, voire passer directement à la case professionnelle où il y a des équipes comme the Chicago Cubs qui veulent lui faire un pont d'or pour qu'il signe tout de suite et commence à jouer. Donc c'était ils ont insisté lourdement plusieurs fois dans la série que, enfin, les propriétaires qui viennent et les agents pour lui dire, bah, écoutez, on vous propose des millions, donc il faut signer. Donc on a ce choix de baseball il est mis devant ce choix, et en face, il y a le choix de football qui est, donc il est aussi très bon football, mais il n'a pas de contrat en attente. Il n'y a pas d'université qui veulent tout de suite lui signer, enfin faire venir, ou d'équipes de football américain qui veulent lui donner des millions pour qu'il signe avec eux. Donc, on voit que la série va mettre en opposition le baseball, donc qui va symboliser donc une décision rationnelle, donc c'est-à-dire le cerveau. Chaque fois, les gens parlent de bon sens. C'est la sécurité à la fois financière, à la fois, on peut dire, émotionnelle ou voire physique, parce qu'on n'est pas touché. Dans le jeu et le sport de football américain, il faut savoir, c'est un sport où on porte des protections et on est en contact et on peut être blessé facilement, surtout à la tête. Le baseball représente aussi la pression de faire comme les autres. C'est le monde extérieur qui lui dit qu'il doit faire ça, et c'est comment il est vu par les autres. Et il y a aussi l'idée de se conformer, en fait. C'est la collectivité, l'idée qu'il faut faire comme les autres. Tout le monde lui dit, il faut faire ça, donc il faut faire ça. En contraste, le football américain, ça représente pour lui l'émotion. C'est au niveau si le baseball, c'est le cerveau, le football américain, pour lui, c'est le cœur. Ça représente le risque. Donc, le risque, c'est parce qu'il n'a pas de contrat. Le risque, c'est le risque physique parce qu'il peut être blessé. Mais pour lui, c'est presque l'idée d'une vocation. C'est l'idée que c'est l'appel d'un monde intérieur, de ce que lui veut faire lui. C'est comment lui, il se voit. Et c'est le chemin, moi je pense au célèbre poème de Robert Frost, The Road Less Traveled, sur l'idée que, bon, parfois il faut prendre un chemin qui est un peu insolite, qui est différent. Mais c'est aussi un chemin peut-être de protestation, un chemin individuel, unique. Donc voilà l'opposition en fait qui est mise en place par ces deux sports, baseball et le football. Merci beaucoup David pour cette présentation et pour votre œil éclairé là-dessus. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, souvent ces sports, vous avez bien fait de réexpliquer parce qu'on ne les voit pas souvent à la télévision, même si de plus en plus, par exemple, on arrive à voir la diffusion du Super Bowl. Alors, j'aurais aimé maintenant qu'on entre un peu plus dans la série, David, si vous le voulez bien, et puis qu'on voit la série elle-même, la façon dont elle est faite, parce que cette série, il y a, vous avez commencé à en parler, un certain contenu didactique, hein, de part, qui explique d'ailleurs euh, la démarche du héros, hein, par rapport à justement son engagement, ça c'est vrai, hein. Mais il y a aussi la façon dont la série est montée, et vous avez qualifié ça en préparant l'émission, je trouve à juste titre, la façon d'étudier cet entertainment, c'est-à-dire cette façon de se monter où finalement c'est très dynamique, très actif, on a presque parfois l'impression de séquences de clips vidéo. Comment est-ce qu'on peut voir tout ça à la fois, ce côté dynamique qui plaît aux jeunes, et comment est-ce que le message justement leur est montré? Oui, en fait, je trouve que c'est assez fascinant cette recherche de jouer peut-être un peu sur les deux tableaux. J'ai parlé un peu des thèmes en fait, je trouve que c'est une série qui brasse les thèmes d'hybridité, de l'entre-deux,
d'opposition. Il y a chaque fois une sorte de polarité qui est en jeu. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est ce côté divertissement en phase de didactique. C'est-à-dire que d'un côté, on sent que Eva DuVernay et Colin Kaepernick, quand ils ont créé la série, et puis plus Eva DuVernay, cherchent à divertir le téléspectateur. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a, par exemple, quand on regarde la première scène du premier, premier épisode et la première scène, on voit ce qu'on appelle en anglais en fait in your face. En fait, in your face, c'est un terme en anglais qui veut dire dans ta face, dans ta gueule. Enfin, c'est un peu un aspect un peu provoquant quand on dit que quelque chose on fait de la provocation, on dit que c'est in your face en fait, avec l'idée qu'on est tout proche de son visage en fait. On met son visage proche du visage de l'autre, on le défie en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que on joue sur le terme parce que non seulement c'est le sens figuré, mais le sens littéral, parce que le premier plan, c'est un gros plan du visage de Colin Kaepernick. Et ensuite, le sens figuré, c'est que le premier épisode, qui était donc réalisé par Eva DuVernay, c'était une scène de polémique. C'est-à-dire que Colin Kaepernick parle de le moment où les joueurs sont inspectés pour ce qu'on appelle the draft, où ils doivent se présenter et ils sont choisis en fait pour les équipes. C'est une sorte de défilé en fait d'athlètes. Et, et là, ce qui se passe, c'est que on voit les plans d'images des athlètes qui sont là en train d'être inspectés par les propriétaires, par les coachs, et il y a une sorte de transformation d'image où les joueurs sont transformés en esclaves et les propriétaires en maîtres. Et donc, il y a cette transposition où Kaepernick va dire que finalement, c'est une sorte de power dynamic. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place de ce genre de domination, en fait, où il y a les propriétaires donc blancs qui sont là en train d'acheter des esclaves noirs, c'est-à-dire des joueurs qui vont jouer pour eux, et c'est comme ça qu'ils vont faire de l'argent, enfin, les propriétaires. Donc, et évidemment, cette polémique au détriment de la Syrie, parce que ça phagocyte un peu l'attention, mais en même temps, ça crée la polémique. Donc, ça aussi, c'est une façon de divertir et aussi de promouvoir la série. Alors, vous avez évoqué le côté MTV, vidéoclip. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé. Il y a beaucoup de chansons de hip-hop, en fait, qui se trouvent dans la série. Je regardais, par exemple, dans le premier épisode, il y a pas mal il y a DNA de Kendrick Lamar, il y a Work It de Missy Elliott, il y a I Am Not My Hair de India Arie featuring Akon. Hot Damn de Clips, Area Codes de Ludacris. En fait, j'ai juste noté, il y a une densité, en fait, de chansons hip-hop qui se trouve dans la série avec les séquences courtes. Donc évidemment, c'est des séquences courtes parce qu'on sait que le téléspectateur américain n'a pas une attention qui peut rester très longtemps. Enfin, le spectateur de télévision en général a besoin de changements de scène et puis il y a assez fréquentes, et puis il y a des juxtapositions aussi pour créer ces effets de divertissement. Et aussi surtout, la série et la partie adolescent est basée sur ce qu'on appelle the sitcom. Donc sitcom, en fait, c'est situation comedy. C'est une sorte de série où il y a des situations drôles qui a commencé aux États-Unis avec des séries télévision phares comme I Love Lucy,
et puis d'autres un peu plus compliqués comme All in the Family, que j'ai vu, qui était aussi dans l'histoire en série VO numéro 2. Donc, on a ce sitcom, mais une sorte de sitcom, en fait, pour adolescents. Donc, à l'intérieur, donc, on a ce monde-là qui existe, et après, qui fait irruption dans ce monde de sitcom et de divertissement. Il y a un didactisme qui vient assez souvent, où on apprend sur l'histoire des Noirs, que ce soit en sport, comme Colin Kaepernick, que ce soit en politique. Il y a un moment, il parle de Ida B. Wells, de Huey Newton, le fondateur des Black Panthers. Il y a la culture, il y a eu toute une séquence sur DJ Kool Herc et la création du breakdancing et du mouvement hip-hop. Il y a une partie sur des idées du mouvement noir, sur l'esthétique noire. Donc, le premier épisode qui s'appelle Cornrows, donc c'est les tresses africaines, sur le terme thug, le concept de microaggressions. Donc, il explique microaggressions et le psychologue Chester Pierce, en fait, qui a écrit un article sur ce terme, qui représente en fait des petites agressions quotidiennes que les Noirs ou les minorités subissent, genre quand quelqu'un vous dit mais vous venez d'où exactement? L'idée derrière, c'est que vous n'êtes pas vraiment d'ici, ou vous n'êtes pas vraiment blanc. On doit se défendre, expliquer d'où on vient. Ou si on dit, ah, vous êtes très propre. Donc, c'est une façon de dire, ah, contrairement à tous les autres noirs, vous n'êtes pas sale, vous êtes propre. Donc, il y a tout un aspect didactique qui fait irruption. D'ailleurs, j'ai écouté une critique de NPR de Eric Deggans qui a dit que parfois c'est même trop, quoi, même un peu trop lourd en fait, cet aspect didactique. Et puis intégré dans la série, il y a des archives, par exemple, on voit Nina Simone, donc quand il est en train de parler de ce qu'elle cherche à faire. Et donc il y a un aspect en fait film documentaire avec Colin Kaepernick comme qui arrive sur scène, donc on le voit, mais aussi en voix off comme narrateur. Et à la fin de chaque épisode, il y a une sorte de morale en fait qui est donnée. Et à la fin de la sixième saison aussi, il y a une morale globale pour toute la série. Et justement, par rapport à l'hybridité, je voudrais revenir sur une citation de Eva DuVernay qui a parlé de l'idée que il y avait une sorte de patchwork et de collage. Il faut juste que je retrouve un peu. J'avais rangé ça. Donc, elle a dit. It, Cohen in black and white, breaks down into documentary, into graphics, animation, these little plays, little vignettes. This is like a collage of styles. Donc, on voit que pour elle, c'est une sorte de montage de plusieurs styles de graphique, d'animation. Il y a un aspect de en fait, j'avais nommé en anglais, en fait, on dit de scribble, en fait, une sorte quand on fait une sorte de dessin quand on est adolescent, on fait des petits dessins dans son cahier, et donc il y a plusieurs moments dans l'animation, on voit des dessins qui arrivent, graphiques, il y a un moment où on va dessiner des lunettes sur quelqu'un, on dessine des termes, en fait. Donc ça arrive assez souvent pour donner un look assez hybride, en fait, à cette série. David Gibson, c'est vraiment intéressant cette série, vous l'avez dit, hein, à plusieurs aspects. J'aimerais qu'on revienne sur ce titre, vous l'avez dit, hein, de par ses origines, entre blanc et noir finalement. Alors, c'est deux mondes différents qui se retrouvent quelque part face à face au sein de la personnalité du héros.
Oui, exactement. En fait, j'ai évoqué le fait qu'il y avait l'aspect sitcom et l'aspect film documentaire, et on voit que finalement, euh, c'est comme il y a une rencontre entre le monde des Blancs et le monde des Noirs. Enfin, je dis rencontre, il y a tentative, parfois ces mondes se rencontrent, parfois pas. Et on voit en fait qu'il y a d'un côté le monde des Blancs, où on a ce côté sitcom qui fait penser en fait au sitcom Leave It to Beaver. Donc c'est une sitcom des années 50 aux États-Unis, qui était un sitcom un peu general public. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On a des petits problèmes. Par exemple, on a oublié de faire son devoir. On veut acheter un cadeau pour quelqu'un, on ne sait pas quel cadeau acheter. C'est pas un sitcom où on va parler de la drogue, en fait, des problèmes un peu difficiles. Donc il y a ce côté un peu innocent, gentil, bisounours. Et donc ça, c'est toujours le monde est blanc. Il y a ses parents qui sont blancs, et son ami Jake qui est blanc. Il y a les parents de Kaepernick qui poussent pour qu'il invite la fille des voisins au prom, en fait, qui est une sorte de fête de fin d'année. Euh, donc plutôt qu'une autre fille. En fait, ils veulent que ce soit cette fille-là qui l'invite. C'est un monde où les gens sont normalisés, ils sont vus comme purs. Ça veut dire que les cheveux sont en brosse, c'est un monde respectable. C'est un monde finalement de ce qu'on appelle white privilege, et c'est le monde de pouvoir. Et en face de ce monde, il y a le monde des Noirs. Donc ça, c'est le monde, donc justement, de documentaire engagé, parce que le documentaire qui fait irruption, qui parle de l'histoire des Noirs, c'est l'ami de Kaepernick qui s'appelle Eddie, c'est Crystal, donc la fille pour qui il est attiré, en fait. Ça, c'est l'épisode 5 qui s'appelle Crystal, où on voit qu'il guette cette fille de loin. C'est une fille qui n'est pas juste noire, elle est très très noire. Dans la série, on appelle ça blue black, ça veut dire très foncé. Euh, dans le monde des Noirs, les gens sont abnormaux, ils sont des parias, ils sont pas dans le groupe, ils sont à l'extérieur. C'est quelqu'un qui ressort comme lui dans Sherlock. C'est vu comme des gens qui sont impurs. Et tout ça, c'est rattaché à l'esthétique noire, c'est-à-dire de avoir des tresses dans ses cheveux, donc cornrows, le terme thugs, le terme sons of bitches, donc fils de pute. Euh, c'est un monde de violence, un monde de rejet. Il y a, il y a dans l'épisode 3, Road Trip, en fait, on voit chaque fois euh, une répétition de scènes pour montrer ce qui se passe avec Jake, donc le blanc, et ce qui se passe avec Colin, donc le noir. Donc Jake, il va demander euh, euh, une glace. Après, il repasse pour demander une deuxième glace, donc on lui donne. Colin, il repasse pour demander une deuxième glace, on lui dit non. Après, Jake dit, OK, mais moi je vais y aller. Il dit, ah, mais tu vas faire ça pour moi, tu vas chercher une autre glace pour moi. Ah non, 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 et moi je vais prendre une troisième. Donc en fait, on voit que ce monde où Colin, en fait, il a tout juste droit à une seule glace, et tout juste s'il peut l'avoir, alors que Jake, il peut avoir jusqu'à trois. Euh, c'est un monde, en fait, où euh, dans l'épisode Road Trip, ça met vraiment, vraiment en avant ce côté injuste où il y a deux poids, deux mesures. Et dans le road trip, en fait, ils font des voyages pour aller à des matchs de baseball en Californie, mais plutôt dans un endroit un peu, on va dire, perdu au fond de la brousse, en fait. Et donc, c'est des gens qui ont peu vu ou pas vu de noirs. Et à chaque fois, on voit la voiture qui démarre avec les parents, le père au volant. Donc, il met un peu la musique de rock chrétienne ou de country, enfin. Et, et chaque fois, on voit, il passe devant un policier.
de route avec un radar, en fait. Et on voit que le père blanc, il est jamais arrêté. Et un jour, il demande à Colin, il propose de prendre le volant. Donc, et là, c'est le côté un peu cliché, lourd, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que dès que il est au volant, donc il y a un noir au volant, à peine il fait 10 km qu'il est arrêté par le policier. Mais pire, quand il est arrêté par le policier, bon, c'est un extrait que je trouve c'est bon à regarder, et on peut trouver ça sur YouTube parce que c'est vraiment emblématique de la série. On voit le policier qui commence tout de suite en ayant une attitude agressive. Et quand il lui pose des questions, il lui demande de sortir son permis de conduire. Donc Colin fait un geste pour sortir son permis dans sa poche, mais pas brusque, hein, un geste normal. Et tout d'un coup, on voit le policier qui recule, il sort son flingue et il dit ah, qu'est-ce que vous faites? Pas un geste. Et les parents sont là en disant que il essaie juste de vous montrer son permis. En fait, on voit cette surréaction du policier qui rejoue en fait tout ce côté que les Noirs en fait doivent vivre, c'est-à-dire que dès qu'ils sont arrêtés à plus forte fréquence que les Blancs, et en plus, ils bénéficient pas de doute, c'est-à-dire qu'ils sont présumés coupables tout de suite, présumés dangereux tout de suite, et dès qu'ils font un geste, c'est un geste qui est dangereux. Et donc, le policier réagit en sortant son arme, et après, il arrive à discuter, mais vraiment, on sent qu'il y a une forte tension. La musique, c'est une musique de tension qui joue à ce moment-là. On entend le respiration de Colin qui s'accélère. On voit qu'il respire, c'est vraiment un moment de tension. Et quand il comprend que c'est les parents adoptifs blancs qui sont avec lui dans la voiture, le père explique, et après il dit ok, pourquoi vous l'avez arrêté? Ah, mais il a allé un peu trop vite. Il dit ok, bah, il fera attention. Et après, quand le policier s'en va, les parents qui se rendent pas compte en fait ce que Colin a vraiment vécu, ils blaguent en disant en anglais you dodged the bullet. Et alors, c'est très intéressant, cette expression, en fait, parce qu'en anglais, to dodge a bullet a un sens figuré. Ça veut dire, tu l'as échappé belle, vous l'avez échappé belle. Mais ici, you dodge the bullet, on pense aussi au sens littéral, c'est-à-dire, vous avez esquivé une balle, c'est-à-dire que vous aurez pu être tué par le policier. Et donc, on voit que Colin et ses parents ne vivent pas dans les mêmes mondes. Pour eux, c'est juste l'enjeu, c'est juste une amende. Alors que pour Colin, il sent très bien, de façon viscérale, que c'est sa survie qui est en jeu quand il est arrêté par le policier. Et on voit que donc il y a ces deux mondes par rapport à les expériences, mais aussi au niveau de la langue, il y a un monde, c'est un monde différent. Et on voit dans la scène, le premier épisode, où il va rencontrer la coiffeuse noire, et elle va dire à la mère, donc dans un accent noir et dans un dialecte de Black English, You want me to brush shorty like your boy AI? Et la mère, elle dit, Oh no, he wants braids like Allen Iverson. Et après, elle répond, That's what I said. Come on, Colin, let's get it. Et donc, on voit en fait que elle parle avec, dans un premier temps, dans une sorte de dialecte, en disant en fait la même chose, et la mère comprend pas. Et elle répète, parce qu'elle lui demande, elle lui dit, Do you want me to brush
Shorty, donc ça veut dire lui, en fait, Colin. Like your boy AI, donc AI, ça veut dire Allen Iverson. Donc, en fait, il y a une sorte de traduction nécessaire parce qu'elle ne comprend pas, en fait, ce que la coiffeuse lui dit. Donc, il y a deux mondes aussi au niveau linguistique. Et, on voit apparaître ça non seulement au niveau donc d'expérience de langue, mais aussi spatial, où on voit des scènes où on voit Colin et il se trouve entre Jake d'un côté, donc son ami blanc, et Eddie, son ami noir, de l'autre côté. Et on voit qu'il est placé entre les deux amis. On en arrive, David Ibson, au bout de cette émission sur Colin in Black and White, où effectivement on a abordé beaucoup de thématiques, beaucoup de choses intéressantes, des choses qu'on avait déjà vues dans l'histoire en série, parce que effectivement, comme on l'a déjà dit, tout ce contexte racial aux États-Unis est très prégnant à l'heure actuelle, et les séries en parlent, et c'est normal. Et puis on a vu d'autres aspects importants, et justement, sur ce fond-là, Colin in Black and White, tout ce que vous venez d'évoquer sur la différence entre être noir et être blanc aux États-Unis aujourd'hui, dans certains États, ça a le mérite d'exister et ça permet, à mon avis, de mieux comprendre la société américaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement pour les auditeurs et les auditrices, David, en conclusion de cette émission? Alors, moi, je pense que c'est une émission qui mérite d'être vue, même si on peut émettre quelques critiques sur le fait que c'est parfois un peu lourd, que il y a une partie pris où il revendique un peu l'aspect noir en fait de son identité. Mais bon, enfin, on peut se dire, mais peut-être que il peut mettre en avant aussi son identité blanche, son identité blanche. Enfin, donc disons qu'il y a une partie pris qui peut être un peu, parfois un peu lourd, mais moi je pense que c'est très intéressant parce que c'est divertissant. On apprend des choses. Euh, le, les acteurs et les créateurs, en fait, ils ont parlé un petit peu pour qui c'était dessiné en disant que bon, c'était peut-être pas pour les fans de Colin Kaepernick, mais plutôt pour les gens qui ne savent pas beaucoup sur lui. Les gens qui le voient juste comme cette figure en fait emblématique ou totem en fait d'un mouvement racial ou de justice sociale, mais peut-être un peu antagoniste, mais que finalement que c'est quand même quelqu'un beaucoup plus complexe. Euh, quand j'ai présenté la série, j'ai oublié de dire deux, trois mots sur les parents, en fait, qui sont joués par deux acteurs très connus. Donc, la mère, c'est jouée par Mary Louise Parker, qui était, que peut-être les auditeurs connaissent par, s'ils ont vu la série The West Wing, ou s'ils ont vu la série Weeds, où elle jouait la mère, en fait, qui faisait pousser du cannabis. Et Nick Offerman, le père, donc c'est un rôle important dans la série Parks and Recreations, donc il a fait aussi beaucoup de choses. Donc voilà. Donc c'est ces deux acteurs qui sont vraiment des poids lourds, en fait, qui sont très connus. L'acteur qui joue Colin Kaepernick est un peu moins connu. Il s'appelle Jaden Michael. Euh, il a fait un film, je crois que sur les vampires. Enfin, il a fait deux ou trois trucs avant, mais il est moins connu. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la première fois que je regardais un petit peu pour faire la recherche, il n'avait même pas de page Wikipédia. Et puis après, quand j'ai regardé aujourd'hui, j'ai vu maintenant il a une page Wikipédia dédiée à lui. Enfin bref, voilà. Donc il s'appelle Jaden Michael. Et il a fait, je crois, oui, Vampires versus the Bronx en 2020 et un autre film qui s'appelle Wonderstruck en 2017. Mais bon, enfin, il n'a pas une carrière aussi étoffée que les autres. Donc, c'est vraiment une découverte, je pense. Donc, pour revenir un petit peu à la conclusion et la série, euh, je trouve que ce qui est intéressant dans la série, c'est que on a vraiment une vraie tension qui est mise en scène et qui se trouve à plusieurs niveaux. Donc, il y a la tension entre passé et présent, parce qu'on a quand même deux Colin Kaepernick. Il y a le Colin Kaepernick adolescent et le Colin Kaepernick adulte de nos jours.
il y a une tension entre les aspects un peu clichés, c'est-à-dire, je savais il allait se faire arrêter par le policier quand il se mettait au volant, mais la surprise, c'est-à-dire que c'est pas sur Colin Kaepernick l'activisme, mais plutôt la période d'adolescence. Et il y a d'autres endroits aussi où je trouve que ça surprend un peu. Il y a tension entre films indépendants et films, on peut dire, de grand public ou de mainstream, parce que Eva DuVernay a fait aussi beaucoup de films un peu indépendants, alors que là, c'est sur Netflix. euh, et avec cette idée de mélanger les divertissements avec le didactique, elle cherche peut-être à élargir un peu son public. Et puis aussi la notion même de la matière, c'est-à-dire le série limitée est une sorte de compromis entre un film et une série. C'est-à-dire que c'est un film, mais c'est un film un peu plus long, ou est-ce que c'est une série, mais une série un peu plus courte, en fait. Donc il y a une sorte de l'entre-deux aussi au niveau de format. Et, et ce que je trouve bien, c'est que il y a toute une exploration en fait de ce que c'est d'être vu et de regarder, enfin voir et d'être vu. Donc ce qui est marrant parce que il y a la série de Central Park Five qui a été traduit en français par Dans le regard, donc il y a le mot regard qui revient, mais dans cette série-là, il y a une citation, il y a Colin Kaepernick qui dit pendant l'épisode 4, I wasn't prepared to see how the world was seeing me. Et en fait, donc ça se traduit par j'étais pas préparé euh, à voir comment le monde me voit. Donc cette idée de double vision est reprise à plusieurs moments, parce qu'on a le Colin Kaepernick adulte qui regarde ce que nous on regarde comme téléspectateurs, parce qu'on est dans l'image, donc c'est-à-dire que dans le sitcom adolescent, et parfois on voit que le caméra dézoome et on voit Colin Kaepernick qui est dans un autre espace et qui regarde la série sur une sorte de grande télévision qui est projetée. Donc il y a une sorte de mise en abîme en fait. On a ces deux regards. Et pour moi, tout ça c'est intéressant parce que ça renvoie à la notion de double consciousness. Alors double consciousness en fait, ou double conscience, c'est une idée de W.E.B. Du Bois. Donc W.E.B. Du Bois, c'est un auteur afro-américain précurseur qui a eu beaucoup d'influence sur les Noirs américains. C'est un des fondateurs de NAACP, qui était une association pour l'avancement des droits des Noirs et des gens de couleur. Euh, et lui, il a écrit un livre qui s'appelle The Souls of Black Folk. Et dans ce livre, je vais vous lire un petit extrait. Donc, désolé pour l'extrait en anglais, mais je pense que c'est intéressant d'entendre le vrai extrait. Donc, After the Egyptian and Indian, the Greek and Roman, the Teuton and Mongolian, the Negro is a sort of seventh son, born with a veil and gifted with second sight in this American world, a world which yields him no true self-consciousness, but only lets him see himself through the revelation of the other world. It is a peculiar sensation, this double consciousness, this sense of always looking at oneself through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness, an American, a Negro, two souls, two thoughts, two unreconciled strivings, two warring ideals in one dark body whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder. Donc, la citation, en gros, parle justement de cet aspect que le noir américain, l'afro-américain, se sera toujours confronté à cette dualité qui doit être conscient en fait de soi, mais aussi conscient de comment les autres le perçoivent. Et c'est important parce que comme
il est perçu comme étant dangereux par l'autre. Donc, c'est important pour lui d'être conscient, comme j'ai évoqué comment le policier voit Colin, en fait, et il le voit comme quelqu'un qui est potentiellement très dangereux. Donc, et cet aspect double crée une sorte de finalement schizophrénie, ou enfin, il parle de two-ness, en fait, deux âmes, deux pensées, deux choses qui n'arrivent pas à être réconciliées, deux idiots qui sont en guerre dans un corps noir, et que c'est uniquement par sa propre force qu'il arrive à garder les choses ensemble, en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que cette série permet de mettre en avant ça et d'explorer cet aspect de dualité et le conflit qui ressort de ça. Donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est très, très intéressant et je peux en parler beaucoup plus longtemps. Je vais laisser avec les derniers mots qui paraissent sur la série. Donc, il lui écrit une lettre à lui-même en tant qu'adolescent. Donc, il va adulte entrer dans la scène à la dernière séquence et il va mettre ces mots-là dans une lettre qu'il laisse à Colin adolescent. Trust your power, love your blackness, you will know who you are, sincerely Cohen. Donc, fais confiance à son pouvoir, il faut aimer son identité noire et vous saurez qui vous êtes. Sincerely, meilleur, sincèrement, Colin. Et ensuite, les derniers mots qui apparaissent avant la fin, to the underestimated, the overlooked and the outcast, trust your power. Donc, à ceux qu'on a sous-estimés, à ceux qu'on n'a pas pris en compte, à ceux qui ont été à des marginaux, faites confiance à votre propre pouvoir. Donc, voilà les derniers mots, comme je parlais de morale, en fait, les derniers mots de la série. Je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir accordé cette occasion de parler de cette série que je trouve passionnante. Et je vous dis à bientôt et au revoir. Merci beaucoup David Lipson pour cette excellente analyse de la série Colin in Black and White. Vous l'avez dit, une série qui se regarde rapidement, c'est une mini-série et il y a beaucoup de thématiques, je pense que vous l'avez compris à travers l'analyse de David, qui sont très intéressantes pour nous et très très actuelles, malheureusement peut-être, on pourrait dire, sur les États-Unis aujourd'hui au début du 21e siècle. Alors David a fourni, comme toujours chez Histoire en série, par tous les intervenants et les intervenantes, une petite bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura cette année 2022-2023, pour cette 4e saison, beaucoup de surprises avec des colloques qu'on va co-organiser avec l'Histoire en série. Il y en aura pour beaucoup de goût autour de la fantasy, du management par exemple. Donc il y aura beaucoup de choses et puis de nouvelles rubriques avec aussi des étudiants. On va le lancer bientôt, qui vont se développer. L'espagnol aussi se développe et puis l'anglais. David, je vous réinvite d'ailleurs pour venir faire bientôt avec nous une émission Histoire en série en VO anglais où vous pourrez reparler dans la totalité, on va dire, de cette série Colin Black and White, mais ce coup-ci dans votre langue, on va dire maternelle, l'anglais. Merci beaucoup David et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Sur
trouble latches to clean. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's a mist again.